Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Nous sommes le 17 octobre. Demain c'est samedi 18 octobre. Demain aux États-Unis, une grande manifestation, deux grandes manifestations plurielles sont organisées sous le titre de No Kings, pas de roi. Contre la politique ICE et surtout contre Donald Trump. Alors, évidemment, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, aux États-Unis, quand vous avez des manifestations qui sont organisées, tout est scrupuleusement cadré. Rien n'est laissé au hasard. C'est pas comme en France où des gens peuvent s'aventurer à faire une manifestation spontanée. Ça, aux États-Unis, c'est interdit. Vous faites ça aux États-Unis, vous avez les flics qui déboulent, tout le monde est arrêté, trouble à l'ordre public, quitte même des fois pour être condamné à 2 semaines ou 3 semaines de tôle. Ah oui, non, mais ici, ça plaisante pas. Sauf que aux États-Unis, quand vous avez des appels à des rassemblements, alors ces rassemblements évidemment auront lieu certainement dans toutes les grandes métropoles, dans quelques grandes villes américaines. La question qu'il faut toujours se poser, c'est qui organise ? Qui est en coulisses ? Parce que contrairement en France, quand on a des manifestations, on annonce toujours la couleur de qui organise. Manifestation syndicale, manifestation intersyndicale, manifestation marche blanche organisée par l'association Adama Traoré, par l'association SOS Racisme, etc. Aux États-Unis, en général, on ne sait pas, ou très peu d'Américains finalement savent qui organise. No Kings est organisé par une multitude d'organismes locaux, mais qui sont en lien et en relation avec d'autres organismes nationaux, au nombre de 3 ou 4, dont le 50 521, je crois, et qui sont de notoriété publique, connus comme étant des organismes ultra-progressistes. Donc, évidemment, aujourd'hui, le principe, c'est d'essayer de bordéliser la société américaine pour mettre en difficulté Donald Trump. Sauf que, parce qu'il y a un mais, comme je vous l'ai dit, en général, ces événements ont lieu dans des grands foyers, dans des grands fiefs progressistes, c'est-à-dire des grandes villes qui sont entre les mains des démocrates depuis maintenant de nombreuses années. Mais d'une manière générale, dans d'autres endroits, comme les États du Sud, par exemple, dans les États du Sud, c'est déjà plus compliqué. Une des villes où on peut en effet voir des manifestations réussir à rassembler, c'est Atlanta, en Géorgie. Sinon, pour ce qui concerne des villes telles que Raleigh, en Caroline du Nord, telles que Columbus, en Caroline du Sud, ou Saint-Louis, ou la Nouvelle-Orléans, ou même au Texas, Houston, Dallas, c'est pas quelque chose qui a un impact suffisant pour se dire que ça peut mobiliser suffisamment de gens. Ça mobilise évidemment les Américains progressistes. Mais le problème, c'est que, vous le savez, aux États-Unis, la société américaine est fracturée. D'un côté, vous avez l'Amérique urbaine, périurbaine, progressiste, cultivée, entre guillemets, éduquée. Et en face, vous avez l'Amérique traditionnelle, rurale, Amérique profonde, conservatrice et sous influence religieuse, mais religieuse réellement pratiquante.
Même si du côté des progressistes, du côté des démocrates, vous avez des religieux, mais c'est des religieux un peu plus modérés, un peu plus progressistes. Preuve en est, c'est que pour les églises réformistes, on a aujourd'hui aux États-Unis des femmes pasteurs qui arborent les couleurs LGBTQ+, par exemple. Mais encore une fois, attention de ne pas prendre la religion aux États-Unis comme étant la même pratiquée en Europe, par exemple. Parce que, comme je vous l'ai dit, la pratique religieuse aux États-Unis, très souvent, est relative à l'enfantillage du peuple américain. Et donc, par conséquent, on est dans l'excès. On est dans l'excès, on est dans l'extravagance, on est dans le show permanent. Et preuve en est, c'est que vous avez certainement vu des images de Donald Trump avec des religieux qui, dans le bureau ovale, vous avez une multitude de gens qui mettent la main sur Donald Trump et qui se mettent à prier. C'est du show. Parce que ça conforte évidemment l'intérêt de la population américaine croyante, pratiquante, mais pratiquante selon une certaine doctrine de la religion à l'américaine. Même si, encore une fois, ne mettons pas tout le monde dans le même panier, puisque dans toute chose, il y a une diversité. Il y a une diversité d'approche, une diversité de foi. Vous avez aux États-Unis des Américains catholiques, pratiquants, mais qui sont des gens extrêmement cultivés, extrêmement modérés, extrêmement ouverts d'esprit. Sinon, renient pas les piliers de la religion, mais en général, ils sont respectueux d'une des doctrines principales de la religion, c'est la foi, la charité, la tolérance, la fameuse charité chrétienne. Mais voilà, encore une fois, on est aux États-Unis et que ces principes et ces valeurs fondamentales de la religion catholique, chrétienne ou voire même protestante, sont parfois corrompus par justement ce que je vous disais, c'est-à-dire ce côté excessif, immature, infantile des Américains. Ce qui fait que le nombre d'églises que vous pouvez trouver aux États-Unis et surtout dans les États du Sud, ce n'est pas pour satisfaire une demande, c'est pour pratiquer un business. Il n'est pas rare parfois dans certains quartiers d'avoir 4-5 églises, mais des églises qui sont des églises communautaires. Vous avez des églises pour des catholiques, vous avez des églises pour des protestants, vous avez des églises pour les derniers jours de Jésus-Christ, vous avez des églises pour les évangélistes, vous avez des églises pour les hispaniques, vous avez des églises pour les asiatiques. Il y a même, dans mon coin, il y a même une église pour les catholiques coréens. Oui, on est bien dans un aspect communautaire qui permet à des gens, surtout de se faire du pognon et de vivre ainsi. Donc cette diversité, si vous voulez, elle est en proie aussi au fait que la population américaine est une population isolationniste, infantilisée, et que par conséquent, lorsqu'on attire les Américains dans la rue pour manifester, pour contester, eh bien on est en face de ces excès. Ces excès qui s'expriment aujourd'hui par ces Américains qui manifestent en étant costumés avec des costumes gonflables. Ces Américains qui aujourd'hui vous ressortent le drapeau pirate de la série japonaise One Piece. Alors évidemment, d'un point de vue européen, on se dit mais c'est une foire, c'est n'importe quoi, ça décrédibilise complètement. Mais si vous vous mettez sur une position américaine, c'est logique. C'est culturel. Alors ça ne veut pas dire que c'est efficace, loin de là. Parce que ça fait partie justement de toute la manipulation qu'un certain corps, qu'un certain cercle politico-médiatique américain instrumentalise à leur intérêt pour maintenir le peuple américain sous une coupe, sous un couvercle.
ainsi exacerber des sujets qui sont mineurs pour en faire des sujets importants, et dont par conséquent le problème de ICE, ces unités fédérales, dont d'ailleurs on voit plein de vidéos aujourd'hui, regardez, ils déboulent chez les gens, machin, bah oui, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, et je vous le redis pour ceux qui viennent d'arriver, qui tombent sur cette vidéo, ICE est en accord avec Palantir. Palantir étant la société d'analyse de données qui permet de trouver les illégaux jusque même dans le trou du cul du monde. C'est pour ça que les ICE, étant très bien informés sur l'identité, la présence et le lieu géographique de ces gens, eh bien déboulent parfois dans des endroits complètement incongrus. Mais le principe de ICE, c'est d'arrêter des illégaux et de les réexpédier chez eux. Mais comme chez les progressistes, ils sont animés d'un humanisme absolu, et ces gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas accepter l'idée de laisser rentrer n'importe qui, n'importe comment, sous le prétexte humaniste, sous le prétexte solidaire. Et d'ailleurs, en France, actuellement, la polémique, pourquoi des étudiants sont-ils financés? Étrangers. Alors d'un côté, on se dit, ben oui, mais c'est pour permettre une meilleure facilité, un meilleur confort pour des étudiants étrangers de venir étudier en France, puis au moins, comme ça, c'est des gens qui peut-être le jour où ils retournent dans leur pays, vont mettre à profit ce qu'ils ont acquis en France, et donc c'est important de les aider financièrement. Oui, sauf que la Cour des comptes, elle a pondu un rapport où vous avez au moins les 2/3 des étudiants qui en réalité n'arrivent même pas jusqu'à passer la maîtrise. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des éternels étudiants. C'est des gens qui viennent en tant que statut étudiant en France, mais qui en réalité ne sont pas là pour étudier, ils sont juste là pour essayer de trouver une solution pour rester en France. Alors si en plus on les nourrit, on les loge, que demande le peuple? Forcément que ce système français, c'est un siphon. Aux États-Unis, à part les bourses, mais même les systèmes des bourses en général sont attribués en exclusivité aux Américains. Pourquoi est-ce que dans les universités aujourd'hui on trouve énormément d'Indiens? Parce que vous avez en Inde des familles plutôt aisées qui sont prêts à claquer des centaines de milliers de dollars dans des frais d'inscription pour leur gamin. Si tant est que le gamin, évidemment, c'est mieux s'il passe le diplôme, mais si le gamin, ça lui permet de pouvoir rester aux États-Unis et travailler aux États-Unis, voire même peut-être de se faire naturaliser américain, c'est bingo. Ces familles indiennes n'investissent pas sur leurs gamins pour permettre à leurs gamins, quand ils reviennent en Inde, de pouvoir... Non. Parce qu'eux, ils veulent absolument que leur gamin aille dans un pays où il fait meilleur vivre. Donc toutes les solutions sont bonnes. Donc c'est pour ça que là, récemment, Donald Trump a dit qu'il va serrer les boulons sur les étudiants étrangers, à l'exception, avec évidemment des impératifs, comme par exemple, au moins avoir une maîtrise suffisante de l'anglais, etc. Et il a dit, par contre, il y aura des exceptions faites pour... alors je ne sais plus, alors Européens, oui. Européens, Afrique du Sud, Australie. Et surtout une aide pour des étudiants qui auraient la réputation d'être des souverainistes. Sous-entendu peut-être des gens qui sont un petit peu blâmés dans leur pays pour leurs idées trop conservatrices. Vous voyez, c'est ça qui est génial avec Trump, c'est qu'il décide un truc et après il fait un réajustement où très clairement, évidemment c'est idéologique. Attention, quand je dis ça, je ne donne pas raison, mais je dis simplement c'est sa stratégie. Et c'est une stratégie qui évidemment peut payer.
si ça peut éviter de voir débouler aux États-Unis des étudiants qui en réalité sont là juste pour pouvoir avoir le droit d'être sur le territoire américain et ensuite se démerder pour pouvoir y rester, ça vous rappelle pas quelque chose en France? Sauf que le problème, c'est qu'en France, ça pique des places dans les universités. Ça pique des places à des jeunes Français ou à des jeunes Français issus de l'immigration qui auraient le mérite d'avoir ces places pour pouvoir passer des études, passer des maîtrises, des licences, des DUG, mais qui malheureusement vont pas pouvoir avoir de place parce que on va avoir privilégié, selon des accords, un étranger qui en réalité n'est pas là, qui n'a pas du tout le niveau d'ailleurs pour être dans une université française. Encore une fois, attention, je ne dis pas que tous les étrangers sont des nuls. Il y en a qui réussissent. Et je dirais même qu'il y en a qui réussissent, qui restent en France et qui mettent à profit leurs compétences et leur savoir-faire dans l'intérêt économique, social. Mais là-dessus, j'ai pas eu de sondage ou d'études sur la question. Il faudrait s'y pencher peut-être. Demandez à ChatGPT s'il y a des sondages ou des études qui ont été faites pour savoir quelle est la proportion d'étrangers sur une année qui finalement restent en France ou retournent chez eux, ou passent l'entièreté des diplômes avec succès et finissent par réciter avec une activité professionnelle en France et non pas subventionnés à coup d'aide sociale. Aux États-Unis, vous avez des aides. Il y a des aides. Mais les aides avec contrepartie. Les Américains, attention, question pognon là-dessus, il faut être clair. On veut bien te filer du fric, mais par contre, on veut des garanties. Le problème en France, c'est que, voilà, on arrose. On arrose sans garantie, sans retour sur investissement. Donc voilà. Donc l'idée qui est de couper les subventions aux étudiants étrangers, j'ai envie de dire mesure de précaution, pourquoi pas? Mais encore une fois, on créerait une injustice de voir des étrangers qui sont méritants, qui ont peut-être besoin de trouver un pays où les études supérieures sont plus reconnues, avec des diplômes reconnus, même des diplômes internationaux, que de rester dans leur pays et aller dans des universités où de toute façon personne n'en a jamais entendu parler ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours problématique. Et donc pour revenir à cette manif qui va avoir lieu demain, alors oui, je pense qu'il y aura du monde. Pourquoi ? Parce que les organisations, elles sont suffisamment rodées pour s'assurer qu'il y aura du monde. Donc il y aura certainement du monde à Washington, à New York, à Los Angeles, à San Francisco, et on vous présentera ça comme un mouvement révolutionnaire. Alors que si tu remets ça à la proportion des Américains, de la population américaine, tu vas dire que finalement c'est peut-être pas forcément représentatif. Alors oui, c'est très représentatif de ces grandes zones urbaines majoritairement progressistes, mais où il est de plus en plus difficile à vivre, où il est de plus en plus difficile de trouver sa place, où c'est une véritable jungle, où tout le monde finit par se bouffer la gueule pour avoir la place, pour avoir le salaire, pour avoir l'augmentation, pour avoir la prime. Donc voilà. Et puis bon, aussi parce que c'est Donald Trump. Je pense que même en France, de toute façon, le personnage attire beaucoup d'animosité et de colère. Alors pareil que ces gens-là qui détestent Donald Trump, vous leur dites mais pourquoi vous le détestez ? Parce qu'il est raciste, parce que c'est un con, parce que c'est un imbécile, etc. Je vous l'ai dit, oui. Donald Trump, des fois, il donne l'allure de quelqu'un d'imbécile. Mais il y a des fois, il fait des trucs,
tu te dis, ouais, c'est complètement idiot, c'est complètement stupide. Mais moi, j'ai toujours dit, attention, il y a peut-être quelque chose derrière. Là, on lui prête la volonté de vouloir s'installer un arc de triomphe, de construire des monuments à sa gloire, etc. Mais oui, bien sûr, parce qu'il cultive le personnage. Je pense que dans son administration, il y a des gens... on a Bolton là, qui est passé en procès, je crois, etc., qui était son ancien conseiller dans sa première administration en 2016, qui le déteste, et qui dit de toute façon, ce mec c'est un taré, c'est un con, etc. Mais Bolton, c'est l'archétype même du bonhomme hyper... comment je pourrais dire ça, hyper système, hyper modélisé. Donc évidemment, quand tu as un mec comme Donald Trump qui, lui, est complètement borderline, ne respecte aucune règle, aucun protocole, etc., et fout son bordel là-dedans, vous savez, Donald Trump, c'est un peu le mec qui fout le coup de pied dans la fourmilière, qui est une allégorie sur tous les systèmes bien rodés, bien structurés, sous la coupelle de certaines idéologies, etc. Donc là-dessus, attention, je ne dis pas qu'il a raison de le faire. Mais voilà, c'est Donald Trump. J'ai même envie de dire peut-être qu'en France, un mec comme Donald Trump, ça serait peut-être pas du luxe, hein? Bon, bien sûr, avec des dommages collatéraux importants. Mais ne dit-on pas qu'on ne fait pas de fumée sans feu? Ne dit-on pas que c'est de partir de cendres que l'on peut reconstruire? Peut-être que la France a besoin de ça. Mais je pense qu'en France, vous n'êtes pas encore suffisamment au point. À point. Au niveau de la cuisson. Donc demain, gros brouhaha aux États-Unis. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir de la répression? Est-ce que les ultra-progressistes, qu'on pourrait appeler éventuellement ultra-gauche, vont pousser au paroxysme? Est-ce que des antifas vont être interpellés, puisque maintenant, vous savez, les antifas sont considérés comme une organisation terroriste aux États-Unis? Je pense que ça va être gentil. Et puis si j'ai des infos, évidemment, je vous ferai une petite vidéo et on en parle. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, que puis-je vous dire de bien vous porter. Oui, j'ai vu, juste pour terminer, que les deux motions de censure LFI et RN contre le gouvernement Le Cornu ont été refusées. Oui, les petits calculs politiques. Puis comme je vous l'ai dit, et comme beaucoup d'autres le disent, de toute façon, là c'est clair que tous les députés, de tous les niveaux, ils ne veulent pas de dissolution parce qu'ils ont trop peur de perdre leur siège. Donc Macron a gagné. Stratégiquement, il a gagné. Il est trop fort ce Macron. Allez. Bonjour, petit mieux.